Et comment allez-vous, monsieur? Bah écoute, ça va et toi, boss? Tu m'entends bien? Super bien, et on est en direct en plus. Donc on est là, on est là, mais je suis contente que je disais aux chatteurs, je leur disais que comme on avait convenu du rendez-vous il y a longtemps et que j'avais pas confirmé, Ouais. j'avais peur que t'aies oublié, mais c'est super. Non, non, Toi, t'es t'inquiète, j'ai gardé ça en tête. ah ouais. Et je vais me mettre là à Ah, l'instant, je pense qu'il va pas tarder à nous rejoindre aussi. ah ouais. Toi, t'es un Allemand, toi, t'es ponctuel et comment ça va? Mehmet. Salut C'est Mehmet aussi. c'est un Turc allemand. On Ah m'entend? ouais. Super bien. On voit ta mèche, on t'entend, tout bien, quoi. Et toi, qu'est-ce Comment que tu dis? allez-vous? Moi, ça Ah, va, moi, ça c'est toujours un va. plaisir de t'entendre. Bah, moi, ça me fait plaisir de vous voir, surtout qu'on s'est pas vu depuis longtemps. Et je suis très content pour ton interview. J'aurais aimé, tiens, je te pose la question. T'as été interviewé par le Média 442, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est mes maîtres qui, d'ailleurs, qui m'a mis en contact avec eux. Mmh. Ils ont regardé quelques-unes de mes vidéos et ils m'ont dit, voilà, on aime beaucoup ton travail et tout, donc on aime bien faire des émissions là. Ouais. Et a priori, donc ça devrait, l'expérience devrait être renouvelée. Donc après, je suis là, j'ai dit que j'étais à leur disposition. Ah ouais, alors attends, je vais essayer de retrouver Mais c'était l'interview. vraiment Ah sympa. ben, ouais, c'était que j'ai pas eu le temps d'aller voir, mais je vais tout à l'heure, je vais mettre ça et puis vos liens aussi. N'hésitez pas à me faire parvenir des liens en chat privé. Mais c'était quoi l'interview, grosso modo? En fait, c'était, en fait, ça tournait autour de la géopolitique de la Turquie, l'OTAN, les BRICS, ce qui se Hmm. passe en Palestine, le Proche-Orient, de manière générale. Ah ouais, bah ouais, c'est ton domaine, hein. Mais Matt, ouais, tu voulais dire? Ouais, et moi je voulais apporter un supplément par rapport à la mort de Nasrallah et les répercussions dans la communauté kurde et justement on va dire tous les côtés un peu spécifiques que ça a créé chez les Kurdes, tout ce chamboulement au Moyen-Orient, parce Hmm. que ils sont probablement le prochain cheval de Troie pour 2025. En tout cas, c'est les échos que j'ai. Donc, je pourrais donner des informations dans ce sens. Avec plaisir, avec plaisir. Moi, l'idée, et je vais essayer cette fois de pas trop parler. Vous savez que je suis bavard, mais l'idée pour moi, c'est de proposer un spécial Moyen-Orient, mais vu par deux personnes intelligentes, ça va de soi, qui analysent, et le point de vue turc, le point de vue d'un pays qui est quand même au Moyen-Orient. Et ça aurait pu, voilà, c'est intéressant parce que moi, je l'analyse de Marseille, je l'analyse avec ma sensibilité, et l'idée, c'était que vous puissiez vous exprimer sur les Hmm. tenants, aboutissants et les alentours depuis le 7 octobre ou même avant, voilà, librement, voilà. Donc à la limite, ouais, parler de Nasrallah, parler de ce qui se passe en ce moment, parce que je crois qu'ils se sont mis à tirer sur la finule. Et puis voilà, moi je suis tout oui, et Mehmet, à la limite, j'ai envie de te tendre le micro en premier, voilà. Ouais, Là, ça me on va est très en... bien. Juste une chose aussi, on avait aussi parlé de la. On est pas encore en public là, si? Si, on est en public là, on est en direct, hein. Ah, ok, d'accord. Bah, écoute, Ouais. je pensais qu'on était encore Non, non. entre nous. J'allais dire des trucs coquins sur mes maîtres, mais je les garde pour après alors. Non, mais Bon, tu bah, peux. bonsoir aux abonnés. Alors, bonsoir aux abonnés. J'espère que vous allez tous bien. On fait la petite réunion. Non, mais j'avais Non, pas de lancé souci. le live quand vous êtes monté et je pensais que je t'avais dit on est en Pas de souci. direct. Mais c'est pas Je laisse la grave. parole. C'est pas grave, on n'a rien dit de compromettant. Pas de souci. Non, non, mais Ouais, de toute façon, on est en. Ça va. Je fais une petite introduction, si vous voulez. avec plaisir. Ça va être une introduction Ouais. assez intéressante. On va ouvrir des portes un peu dans tous les sens. Donc après, libre à vous de développer, quoi, si vous voulez. Donc je fais une introduction, si ça va pour vous. Et j'aimerais faire une introduction par rapport à quelque chose que j'avais soulevé avec Youssef Indy, qui était à Genève samedi dernier, dont la conférence a été annulée eh bien, à cause d'Antifa qui ont fait un sale travail pour mettre la pression aux tenanciers de l'établissement qui nous avait, qui avait prêté la salle pour cette conférence. Et donc, du coup, bon, ben, la conférence n'a pas eu lieu, mais on a pu rencontrer Youssef Indy et puis discuter avec lui. Et je lui avais posé une question par rapport à la question kurde, et ceci pour la raison suivante. C'est qu'il y a quelques mois,
disons, je crois, depuis mai 2023. Et il l'a réitéré encore cette année, le fils de Benjamin Netanyahou, c'est-à-dire Yair Netanyahou, qui est à Miami et qui se prend des fois en selfie sur son Instagram à la plage ou etc., a publié quelques fois sur sa story Instagram quelque chose d'assez intéressant. Alors une fois un drapeau du Kurdistan irakien en écrivant Free Kurdistan à l'intérieur, et puis une autre fois une carte fort intéressante parce que c'est un Kurdistan, c'est la carte d'un Kurdistan élargi, mais alors très élargi. Hein, il a inclus des zones où il n'y a plus de Kurdes non plus, mais qui historiquement pourraient être Kurdes à des moments donnés dans l'histoire. Mais voilà, il a posé un grand Kurdistan. Voilà. D'ailleurs, comme le grand Israël, hein, il y a la version réduite du Kurdistan et il y a aussi la version grande du Kurdistan, hein, n'est-ce pas? Comme il y a d'ailleurs la version réduite de l'Arménie qui se cantonne à la géographie actuelle de l'Arménie, mais il y a aussi une carte de la Grande Arménie, hein, qui inclut le mont Ararat, qui est par exemple, et la ville de Van aussi, qui sont des villes dans le territoire de la République de Turquie. Donc on voit qu'il y a énormément de cartes qui se chevauchent quand on prend les cartes de la Grande Arménie, du Grand Kurdistan, du Grand Israël, etc., etc. Donc ce que je veux dire par là, et ensuite je vais vous donner la parole, ce que je veux dire par là, c'est que Yair Netanyahou est donc favorable pour un Kurdistan, n'est-ce pas? Alors moi, évidemment, depuis notre dernière émission où j'étais en Turquie, dans des conditions un peu plus difficiles pour communiquer, parce que j'avais pas une très bonne connexion, j'étais pas trop à l'aise. Depuis cette émission, j'ai fait énormément de recherches sur les liens entre les Kurdes et Israël. Et ça pourrait être l'occasion d'une autre émission. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une récupération de la cause kurde par Israël, parce qu'il faut savoir un détail pour nos auditeurs qui est extrêmement important, c'est qu'en 2017, il y a eu un référendum du Kurdistan en Irak pour une autonomie du Kurdistan en Irak. Et 93-94% des gens ont voté favorable à ce référendum. Et Israël a été le seul pays qui a ouvertement, publiquement soutenu le référendum. Benjamin Netanyahou a fait pas mal de déclarations dans ce sens. Et donc, il y a clairement une récupération de la question kurde par Israël. Réellement, c'est pas juste pour faire joli. En fait, j'en vois les répercussions et les résultats en direct, c'est-à-dire que à la mort de Nasrallah, et ça sera ma dernière phrase, à la mort de Nasrallah, j'ai vu j'ai été témoin, c'est-à-dire de la joie d'énormément de Kurdes. Ouais. Ce qui n'aurait pas été possible il y a de cela 20 ans, 25 ans, même 15 ans. Même 15 ans. Alors Mehmet, je vais ce soir, vous pouvez prendre tout votre temps. Hein. De temps en temps, j'interviens pour reformuler un peu ça, parce qu'effectivement, tu as abordé le truc avec quelque chose d'important. Nous avons Youssef Indy qui a pas pu faire ce qu'il avait à faire, sa conférence, parce que des antifas, les idiots utiles d'Israël, l'en ont empêché. Des antifas qui empêchent les gens de s'exprimer, c'est plutôt des fascistes, moi je trouve. Ils empêchent les gens de s'exprimer, de donner leur point de vue. On peut pas dire que Youssef Indy c'est un modéré, Youssef Indy. Je veux dire, il a le droit de s'exprimer, il dit pas des saloperies, il a tendance à dire des choses justes. Et en plus, il y a aucune incitation à quoi que ce soit, mais on est dans un pays où le délit d'opinion est institué et on a des nervis. Voilà, les antifas, c'est les bras utiles d'Israël, c'est les idiots utiles des massacreurs, des génocidaires et de ceux qui prétendent combattre. Je sais pas ce que t'en penses, Mehmet. Déjà, c'est juste ça. Après, j'aimerais évoquer aussi les Kurdes. Les techniques israéliennes, elles sont connues. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, quelque part, d'aller lire Emmanuel Ratier, etc. Il y a des pans entiers
d'ouvrages, de références qui nous montrent que les services de renseignement israéliens sont à la pointe en termes de false flag. Alors, Oui. ça veut absolument tout. Je veux dire, là, je ne vous parle pas des livres de Thierry Messant. Je vous parle de livres qui sont édités. Je vous en montre juste un, que j'ai sous la main là tout de suite, là, et vous allez voir de quoi je parle précisément. Alors, où il est celui-ci? Je vous le montre tout de suite. Hein. C'est un classique. Il faut la voir, en fait. Non, mais je te rejoins là-dessus. Il y a toute une littérature ouverte et clairement documentée sur les techniques de billard à 8 bandes qu'utilisent les Israéliens et la technique de diviser. Voilà, ils vont voir des antifas, ils vont voir des Kurdes, ils vont leur chuchoter à l'oreille des trucs, hein, ils vont dans leur sens et en fait ils les poussent vers le mauvais chemin parce que bon, que les Kurdes veuillent un pays, je trouve ça normal aussi, une indépendance, mais eux ils les poussent, ils manipulent toutes les lignes de fracture d'un pays ou d'une région. Alors, moi je vais rebondir là-dessus pendant que Mehmet cherche à part s'il a trouvé. Je t'en prie. Ah ouais, Ouais, en plus, ouais, il est excellent celui-là. Oui, non, mais il y a toute une littérature. Il s'en cache pas. Le Mossad c'est classique. Et ça, c'est tout un pavé où les mecs ils se vantent de ce qu'ils font. Ouais. C'est-à-dire les assassinats, les coups de fourbe par derrière, tout ça, ils s'en vantent. Donc en fait, ce qu'on a eu avec la mort de Hassan Nasrallah, c'est-à-dire que maintenant, le message qui est donné à toute l'humanité, parce que c'est un message qui est donné à l'humanité, voyez-vous, c'est pas un message qui est donné aux Palestiniens exclusivement. Je veux dire, il faut être con pour croire que ici la cible, ce n'est que exclusivement les Palestiniens. La cible est beaucoup plus vaste. Ce sont les Palestiniens qui sont les boucs émissaires, c'est-à-dire les Christ sur place publique, hein, les Jésus sur place publique, qu'on crucifie c'est-à-dire au niveau industriel, hein, parce que là, c'est plus 3 morts, 10 morts, 50 morts, 100 morts, c'est par dizaines de milliers que ça se compte, et on ne compte pas vous voyez, ils parlent tout le temps de dommages collatéraux, mais en réalité, est-ce qu'on parle des conséquences des bombardements? Ça veut dire toutes les maladies, les gens qui meurent de maladies, plus tard, les personnes âgées qui ne tiennent pas le coup et qui meurent après, est-ce que ça, c'est comptabilisé? Non. Donc en fait, quand on dit qu'on est à 50 000 morts, en fait, on est à un demi-million de morts. D'accord? Sans parler des personnes qui marchent, je veux dire, dans un état de zombie, parce qu'ils sont soit affamés, soit assoiffés, soit dans des troubles de santé gravissimes. Les achats avec des bons. Mehmet, sur ça, et tu as raison, on va y revenir, on va essayer de structurer un peu, mais on va y revenir parce que actuellement le monde entier voit ça et fait une grosse pression et tout le monde a compris, voilà, à part 2-3 connards et 2-3 vendus, qui était le génocidaire. Et là, c'est vraiment, il y a une vraie cassure, hein, je veux dire. Dans 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est pas oublié ça. Il y a une vraie cassure et les gens sont très énervés de voir des fils de pute pareils, des génocidaires pareils se livrer à ça et beaucoup de gens ont envie de leur péter la gueule, quoi. Donc à un moment donné, ça va péter. De toute façon, laisse-les continuer à bombarder la finule. J'aimerais revenir, on va structurer un peu ça. J'aimerais revenir juste sur le Kurdistan. Les services israéliens ont pénétré les élites kurdes, notamment en Irak, et puis ils sont associés au Barzani déjà dans les 90, hein, dans les années 90, ils ont commencé ce travail de SAP, non? Ce travail, il a commencé. Alors, c'est intéressant, ça, comme question. En fait, en réalité, ce travail des liens avec les services de renseignement israéliens et la famille des Barzani, ça date, en fait, en réalité, des années 60. Parce qu'on a un certain Moshe Dayan, que vous connaissez tous, quoi, la Haganah, l'Irgun, etc. Donc, ce Moshe Dayan s'est entretenu avec le père de Messoud Barzani. Aujourd'hui, c'est Nechirvan Barzani qui est à la tête du Kurdistan irakien, qui est le fils de Massoud Barzani. Massoud Barzani qui a été le leader kurde d'Irak qu'on connaît tous, avec son turban, etc. Et en fait, lui, il est le fils de
Mollah Mustafa Barzani. Et Mollah Mustafa Barzani est quelqu'un qui a, si vous voulez, réalisé la révolte kurde la plus importante dans l'histoire moderne kurde de ce dernier siècle, puisqu'il a réussi je crois, mettre de son côté quelque chose comme, à un moment donné, 120 000 peshmerga dans les années 60. 70. Donc le pouvoir irakien de cette époque a été obligé de reconnaître l'identité kurde, en fait, de facto. Parce que ce n'était pas une question de 5 000 hommes, 10 000 hommes, etc. C'était une question de dizaines et de dizaines de milliers d'hommes. Et le régime irakien a été obligé de reconnaître l'identité kurde, la culture kurde, etc. Et ils se sont posés sur une table de négociation qui a débouché sur une sorte de reconnaissance de cette région avec une nouvelle gestion, etc., mais qui n'a abouti à rien. Donc en fait, ils ont dit, voilà, voici notre promesse, et puis le gouvernement irakien n'a plus rien fait droit derrière. Donc en fait, voilà. Et puis on a essayé de zigouiller Mustafa Barzani, et donc ce Mustafa Barzani, eh bien, tout simplement qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a essayé de trouver des alliances avec les Américains. D'ailleurs, il est mort à Washington et il a cherché des alliances aussi avec Israël. État très récent à son époque. C'est ça qu'il faut aussi voir. C'est-à-dire qu'il faut recontextualiser systématiquement ce Mustafa Barzani. Ah oui, dernier détail. La famille des Barzani, vous avez quelque chose comme un 5e ou un 6e, quelque chose comme ça, peut-être moins. En tout cas, vous avez une branche qui est juive et qui est à Jérusalem. Et leur spécialisation, c'est les écoles talmudiques. L'éducation talmudique, l'éducation de la Torah aussi. Donc, ils ont pas mal de rabbins, en fait. Et si on prend un Moshe Dayan, et je finis avec ça, Moshe Dayan, c'est très intéressant parce que au niveau de sa généalogie, de sa biographie, on nous dit qu'il vient d'une famille juive d'Ukraine, mais en fait, quand on remonte un peu plus dans les origines, en fait, on se rend compte qu'il vient d'une famille kurde de Diyarbakır, du sud-est de la Turquie. En fait, c'est une famille kurde de Diyarbakır qui a migré en Ukraine. Voilà. Ouais, mais c'est passionnant. Hein. Je vais donner la parole un peu à VRP, mais moi, prenez votre temps parce que c'est super passionnant. Vous donnez beaucoup de concepts et beaucoup d'informations qui vont intéresser sûrement certains. VRP. Je te remercie. Merci Mehmet. Tu as dit plein de choses intéressantes. Je vais essayer de rebondir sur ce que j'ai noté. Déjà sur le référendum qui avait eu lieu, effectivement, on voyait bien sur les photos de ce référendum et pourquoi il a échoué, malgré qu'il y a eu 84% de oui à la question du référendum kurde en Irak. C'est qu'en fait, l'Irak est enclavé entre la Turquie et l'Iran, qui tout simplement en fait ont fermé leurs frontières pour asphyxier économiquement la région et réussir à les faire reculer. Donc c'est comme ça que le référendum a finalement été abandonné. Et au mois de juin et au mois d'août, les médias ne l'ont pas relayé, mais pour faire la même chose au nord de la Syrie et de la même manière. Donc c'est cette fois-ci pas la pression simplement de la Turquie d'un blocus, mais la menace vraiment d'intervention militaire qui a fait et en fait ils ont fini par dire bon, on reporte, et en fait finalement c'est reporté indéfiniment grâce ou à cause, selon comment on se place, de la Turquie. Mais en fait, moi je vais répondre à une question aujourd'hui sur pourquoi la Turquie est en Syrie aujourd'hui. C'est qu'en fait, on n'est pas dans un monde de gentils et de méchants. Donc tous ceux qui disent bon, l'Iran c'est des gentils, la Russie c'est des gentils, les Turcs c'est des méchants, et ainsi de suite. C'est qu'en fait, à un moment, c'est que Poutine il est intervenu pour sauver la tête de Bachar el-Assad en Russie, mais il n'est pas allé jusqu'à un conflit ouvert avec les puissances occidentales qui occupent la Syrie, donc la France et notamment les États-Unis. Il allait voir Bachar el-Assad en lui disant écoute, je t'aime beaucoup, mais en fait c'est quand même 4 puissances nucléaires, puisqu'il y a la France, l'Angleterre, les États-Unis et Israël. Il dit bon, grâce à toi, j'ai réussi le rêve russe de toujours d'intégrer
les mers chaudes, puisqu'on a une base navale à Armeim et une base militaire à Tartus. Et donc il a dit, en fait, quelque part, le statu quo, ça n'arrange personne, mais en tout cas, la Russie donc a gagné cette position. Elle ne reculera pas. Et aujourd'hui, la Turquie en fait se retirait du théâtre des opérations. Ce qui se passe, puisqu'en fait Bachar el-Assad décide de presque plus rien, c'est que si la Turquie se retire, c'est pas les armées entre guillemets loyalistes à Bachar el-Assad qui vont reprendre le territoire que la Turquie va laisser libre, mais ce sera repris par les forces démocratiques syriennes, qui sont aussi démocratiques que syriennes, puisque c'est quasiment toutes des milices kurdes étant du PKK. Et en l'occurrence, donc, pourquoi la Syrie est importante, c'est que si vous avez les hydrocarbures de l'Irak qui sont sous contrôle kurde et dont les élites sont instrumentalisées par Israël et les États-Unis, vous avez la même chose en Syrie. L'avantage qu'offre la Syrie par rapport à l'Irak, c'est que si la Turquie ne fermait pas la porte à Afrin, vous avez un accès à la Méditerranée. Et en fait, une fois que vous avez accès à la Méditerranée, en fait, vous bypassez le blocus territorial turc et iranien. Et là, vous pouvez être sûr que si la Turquie ne bloquait pas le chemin à Afrin, les autres puissances occidentales, qui sont les laquais ou les alliés d'Israël, auraient toutes sauté sur l'occasion pour reconnaître, entre guillemets, une autonomie kurde en Irak et en Syrie. Et le pays était viable. Vous pouvez vivre en autarcie puisqu'il a du gaz, du pétrole et un accès à la mer pour commercer. Donc voilà, c'est la première chose que je voulais dire. Après, je voulais. J'ai une question pour toi. J'ai une question pour toi. On va rester sur le sujet, puis tu reprendras. J'ai une question pour toi et pour Mehmet aussi. Est-ce que quelque part, si les pays de la région, pour éviter que les Américains ou les Israéliens, les Américains avec les YPG, que moi je ne supporte pas parce que je trouve qu'ils trahissent un peu la Syrie, qu'il y a mieux à faire, mais est-ce que les pays de la région n'ont pas intérêt, eux, à prendre en main la question kurde et à essayer de la résoudre pacifiquement, sympathiquement? Ça évitera peut-être que des diablotins viennent murmurer à l'oreille des Kurdes des saloperies et les mettre en porte-à-faux avec les gens de la région. Moi, je serais iranien, je serais irakien, je serais syrien. À un moment donné, je dis, on va tous discuter, puis on va essayer de résoudre ce problème pacifiquement, de manière à ce qu'on puisse vivre tous tranquillement. C'est vrai que les Kurdes sont là aussi depuis des millénaires. Et voilà. Est-ce qu'il faudrait pas régler la question palestinienne et kurde, mais que ce soit les gens du coin qui le fassent et pas l'OTAN ou je ne sais qui? VRP, puis Mehmet, ensuite, si tu as envie de répondre à ça. Ouais, si, maintenant Mehmet, je pense qu'il sera assez d'accord avec moi sur la réponse que je vais donner, il pourra la compléter ou me contredire. En réalité, le choix qui a été fait par les pays de la région, jusqu'à peut-être ces 20-30 dernières années, c'était de mettre le sujet sous le tapis. Il y a eu quelque part une entente informelle pour mettre la question sous le tapis et qu'il n'y ait jamais cette question d'une autonomie kurde qui se pose. Après, il y a commencé à avoir des divergences sur la question pourquoi, puisque sur environ 40 millions de Kurdes qui sont divisés sur les 4 pays de la région, donc Irak, Iran et Turquie, environ la moitié de ces Kurdes vivent en Turquie. Donc, ça veut dire que la question kurde, entre guillemets, est plus prégnante pour la Turquie, déjà parce qu'ils sont plus nombreux, et aussi parce que c'est vrai que même s'ils sont plus situés dans les zones du sud-est de la Turquie, moi je suis d'une région du centre, et en fait c'est une ville qui s'appelle Aksaray, on est environ 400 000, et la moitié est kurde. Et donc il y a des mariages entre Kurdes et Turcs. Moi j'ai plein de cousins et de cousines qui sont mariés avec des Kurdes, donc à un moment, même si tu dis, bon, je donne le sud-est de la Turquie aux Kurdes, la question qui se pose, c'est à partir de jusqu'où où ça s'arrête. Et par exemple, la ville dont je viens, puisqu'on est vraiment, grosso modo, je ne sais pas les statistiques exactes, mais on doit être vraiment pas loin de 50-50. Donc la question se pose de à qui tu la donnes. Donc la question, en fait, a été réglée comme ça. Et ce qui s'est passé, notamment avec la Syrie, c'est qu'il y a eu un changement amorcé par le père Assad, qui a été carrément le leader du PKK en Syrie. Et donc là, il y a eu des pressions. Et carrément, la Turquie, en fait, comme il y avait un rapport de force, la Turquie a imposé à la Syrie en 98 les accords d'Adana, qui autorisent la Turquie à faire des incursions sur le terrain syrien, donc en territoire syrien,
pour y chasser le PKK s'il se sent menacé. Pour résumer, ce qu'avait dit le père Assad, c'était bon, grosso modo, en Syrie, vous êtes quoi, 2, 3 millions. En Turquie, vous êtes 18, 20 millions. Bah, votre État kurde, faites-le là-bas. La Syrie, nous, on est un petit pays déjà. Et en fait, c'est à partir de là qu'il a commencé à avoir des, entre guillemets, une fin de la cohésion, entre guillemets, de mise sous le tapis de la question kurde des pays de la région. Et là où c'est vrai que tous les deux, vous disiez tout à l'heure que les Américains, les Israéliens, ils utilisent les pions selon leurs intérêts. C'est que beaucoup de Kurdes aujourd'hui, même des intellectuels kurdes, ne croient pas en la sincérité à raison des Américains et des Israéliens, puisque celui qui était le leader du PKK, donc prétendument le leader de la cause kurde, a été carrément donné par Israël. Donc c'est Israël qui savait exactement où il était planqué au Kenya, et qui a dit au service secret turc, il est là-bas, vous allez le cueillir. Par contre, la contrepartie, c'est que vous n'allez pas l'assassiner. Vous allez entre guillemets l'enfermer à vie, où il sortira plus de prison. Et en fait, ça permettait à Israël et aux États-Unis de ménager un petit peu la chèvre et le chou. Vous voyez, de dire voilà, donc on a donné votre leader aux Turcs. Aujourd'hui, on pourrait vous donner à vous. Et en fait, c'est une manière de manager le chaos, si je puis dire. VRP, juste un truc. En fait, à chaque fois que des gens travaillent entre guillemets pour les Américains, les Israéliens, ils travaillent toujours. Bon, ils espèrent toujours gagner. Eux aussi, ils sont conscients que les Israéliens, les Américains les manipulent pour arriver à certaines fins, et eux, ils se disent, les Kurdes, Saddam Hussein, tous ceux qui ont travaillé avec les Américains, ils sont toujours cru plus malins que le diable. Ils ont voulu, ils soupent avec le diable, ils font un chemin avec lui, et ils pensent qu'à un moment donné, ils vont gratter, puis disparaître. Sauf qu'à chaque fois, ça finit mal avec les Américains et les Israéliens. On voit leurs alliés, je sais pas, Saakashvili, Saddam Hussein, ce qui est devenu. Même à un moment donné, Kadhafi était un peu allié, etc., etc. Et donc, qui est un droit légitime, que le peuple kurde veuille une indépendance et un pays qui serait découpé. Moi, je pensais pas seulement à la Turquie, parce qu'il y a des bouts de Kurdistan aussi ailleurs, et que ceci se fasse intelligemment avec les voisins. Moi, je pense que ça peut être une bonne idée. Et il faut toujours éviter, voilà, qu'il y ait des diablotins qui mettent leur nez dans la région. Et pour ça, il vaut mieux s'entendre. Et tu peux pas. C'est un problème qui dure depuis un siècle. C'est comme un peu le problème palestinien. Tu peux pas le mettre sous le tapis et pas calculer. Il faut qu'à un moment donné discuter et accepter de trouver une situation qui, à long terme, finalement, favorisera tous les États. Non? Non, bien sûr, tu as raison. Par contre, là où je voulais rebondir, c'est qu'en fait, il y a deux choses. Dans la question kurde, c'est l'exigence légitime du peuple. Donc, tu as 40 millions de Kurdes qui ont une exigence légitime à obtenir l'autonomie. Donc, même moi, je le dis, si j'étais kurde, je me battrais aussi pour l'autonomie de mon pays, de mon peuple, pour ce qu'on appelle l'autodétermination. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'il y a effectivement un rapport de force. Et dans les entretiens que j'accorde aux médias 442, moi, je compare ça, je crois que c'est tout à fait approprié, je compare ça à la situation de l'ex-Yougoslavie, où, en fait, aujourd'hui, tu as vu, tu as plein de micro-États, et notamment, donc, ils ont créé un Kosovo qui, pour moi, est un deuxième Israël, parce qu'en réalité, Kosovar, ça veut rien dire. Les Kosovars, c'est soit des Albanais, soit des Serbes, mais c'est un État qu'ils ont créé artificiellement et qui, en fait, faut le dire, c'est une base militaire de l'OTAN à ciel ouvert qui a été créée juste pour faire chier la Serbie, qui était la place forte de l'ex-Yougoslavie. Et pourquoi? Puisque la Serbie est un pays orthodoxe et proche, naturellement, de la Russie, avec laquelle elle a une relation, donc on va dire une relation vraiment fraternelle. Et c'était pour briser cette relation fraternelle et cette domination, puisque les Russes sont pas dans cette démarche de domination, mais c'était pour briser en fait cette entente dans les Balkans entre des pays qui, somme toute, restent dans l'Europe et la Russie. Et après, ce que je voulais dire aussi, c'est que quand rapidement, c'est pas pour dire que l'Empire ottoman c'était bien, mais vous voyez, donc moi je vois sur Twitter, c'est le seul réseau sur lequel j'ai pas été squeezé, où mon compte a pas sauté. Je vois des gens qui partagent des vidéos sur Twitter de la Palestine jusqu'en 1917. Je suis désolé de le rappeler, mais tant qu'il y avait entre guillemets une puissance musulmane qui faisait face à la voracité du monde occidental, tous les problèmes là qu'on a depuis 70 ans,
on les avait pas. C'est parce qu'il n'y a pas de rapport de force, effectivement, que Israël se permet ce que se permet. Et là, la démarche, c'est également de continuer d'affaiblir tout le temps. Bah oui, en fait, quand c'est petit, c'est plus facile à dominer. Oui. Ils ont détruit un à un tous les pays arabes avec l'aide des USA, avec l'aide de sanctions. Ils ont enchaîné sur l'Iran et on sait que de toute façon le prochain c'est la Turquie s'ils réussissent. Mais et on va quitter un peu le problème kurde, mais on peut y revenir. J'aimerais qu'on passe à l'Iran. Il y a plusieurs choses. Donc l'Iran, moi j'aimerais savoir un petit peu votre avis sur les deux réponses iraniennes que moi je trouve très fermes, très appropriées, très intelligentes. Certains, et c'est leur droit, bon, estiment que c'est du cinéma ou que c'est pas assez fort. Et là, on a vu, je détaille juste un peu, je pose les bases du truc. Là, on a vu, depuis quelques jours, des gens sérieux aussi, hein, dire que l'Iran aurait fait un essai nucléaire et envoyé un message à Israël et aux Américains, un message discret. Hein, ils ont rien revendiqué. Ils ont même les Iraniens officiellement ont même nié. Hein, ils ont dit que c'était une rumeur. Mais ces gens, et il y a Idriss Aberkan qui a décidé, lui, clairement, de dire que l'Iran est une puissance nucléaire parce qu'il avance comme argument, notamment les relevés sismographiques. Donc, il y a des gens qui sortent cette hypothèse. Moi, elle me semble crédible, hein, je la rejette pas, hein, parce que franchement, vu tout ce qui s'est passé depuis quelques années, ça, voilà. Que pensez-vous donc de ce qu'a fait l'Iran à Israël, de comment est l'Iran après Raïssi, et surtout là, est-ce que pour vous il y a eu un essai ou c'est juste un tremblement de terre? VRP puis Mehmet ensuite, hein, comme vous voulez. Ouais, avant de te répondre, moi je voulais juste rebondir sur un truc qu'a dit Ahmadinejad il y a quelques jours. Il a dit qu'ils ont créé une unité spéciale pour lutter contre le Mossad, puisque on a tous vu les assassinats ou les attentats qu'ils ont fait sur le sol iranien ou contre les intérêts iraniens en Syrie. Il a dit en fait on a créé une unité spéciale pour lutter contre le Mossad, pour finalement s'apercevoir que le gars qu'on a mis à la tête de cette cellule était un gars du Mossad. Tu vois, pour dire à quel point Israël en fait est infiltré au sein du pouvoir iranien. Après, toujours avant de te répondre, il y a un truc que je voulais dire, c'est que l'Iran, en fait, n'est pas un bloc monolithique. Bien que ce soit un pays à 99% chiite, tu as un courant qui, malgré tout, se dit, bon, on a intérêt à adoucir les angles, à arrondir les angles, et quand même à pas trop se brouiller avec l'Occident. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'après l'assassinat de Rouhani, donc c'est, entre guillemets, un modéré, on va dire un mou comme Pezeshkian qui a été choisi. C'est un message qui est envoyé à l'Occident pour dire voilà, on est d'accord pour calmer le jeu, mais il faut qu'on ait des gages. Et derrière, en fait, il y a une ligne dure qui elle est complètement opposée. Et parce qu'ils savent, comme tu l'as dit tout à l'heure, que en bout de course, t'es le bienvenu à la table du diable seulement tant que lui il t'y invite. Et à partir du moment où le diable estime que t'es plus le bienvenu à sa table, quand ils ont plus d'intérêt à te garder à leur table, bah, ils te virent de la table violemment. Comme à chaque fois. Et donc, il y a une vraie bataille en interne en Iran pour savoir la ligne qui sera prise. Et d'ailleurs, l'assassinat de Soleimani, pourquoi c'était pardon, je vais finir. L'assassinat de Soleimani, il y a eu effectivement des collaborations en Iran pour, entre guillemets, dire où il serait. C'est que déjà, il était pressenti, il était sur une ligne dure, et il était pressenti pour prendre les rênes du pouvoir. Et il y avait tout un pan du pouvoir iranien qui disait non, il est trop dur, on peut pas, tu vois. Et donc, c'est pour ça qu'on pour VRP, alors plusieurs choses. Je vais revenir là-dessus, parce que c'est important ce que tu dis. Pour Soleimani, je crois savoir qu'on lui avait envoyé un courrier, on lui avait donné un rendez-vous, il y est allé comme ça, donc les Américains savaient où il était, il y avait un prédateur qui l'attendait, et en fait, les Américains, une nouvelle fois, ont trahi un accord informel, on n'attaque pas les chefs. Deuxième chose, les Iraniens, effectivement, toutes les sociétés, tu vois, le point fort de la société israélienne, c'est que c'est une société qui est très communautaire, et c'est pas une critique, puisque pour l'infiltrer, tu peux t'accrocher. Alors que juif, c'est pas une couleur de peau, c'est pas un faciès précis, c'est donc il y a des juifs iraniens, il y a des juifs syriens, et ces gens-là, voilà, ils se servent de cette diaspora et de la capacité à cette diaspora à passer, voilà. Et c'est moi je critique pas dans le renseignement est par définition tordu, donc ce qu'ils font, je trouve que c'est de bonne guerre. Je sais juste de sources assez sûres que les Iraniens depuis un certain temps ont activé tout leur réseau, toute leur diaspora, tous leurs amis pour des ciblages et des repérages de personnalités israéliennes dans le monde, parce que c'est comme ça qu'ils veulent riposter.
Donc ça suppose du temps et de la préparation, sachant que les Israéliens aussi protègent et font en sorte que donc ça va. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai entendu dire. Et dernière chose, donc tu nous dis, parce que moi, Raïssi, je pense que c'est Khamenei qui a donné l'ordre de tuer Raïssi. Raïssi gêné parce que les Iraniens étaient en négociation, ils ne voulaient pas un durcissement des sanctions, ils voulaient récupérer de l'argent parce qu'ils ont une grave crise économique. Moi, je pense que c'est eux. Mais là, tu es en train de nous dire que les Bazaris, ceux qui veulent reprendre langue avec les Européens et les Américains, donc ces fameux Bazaris, auraient pris la main, auraient l'oreille de Khamenei qui jusque-là écoutait que les durs. C'est ça? VRP? Moi, j'ai pas parlé de Bardani. C'est Mehmet qui a dû en parler. Ben, c'est le courant pro-occidental, c'est les Bazaris. Toi, c'est pas eux que t'évoquais. C'est pas le courant pro-occidental. C'est-à-dire des gros commerçants, des gens qui ont intérêt voilà. Pardon, non, j'ai cru que tu avais dit Barzani, autant pour moi, j'ai pas compris. Non, on les appelle les gens qui sont derrière PSH. Ouais. Voilà, on les appelle les Bazaris. Non, autant pour moi. Non, j'ai cru que tu avais dit Barzani. Ouais. Ok. Si, non, pardon. Oui. Bazari, c'est de toute façon, ça veut dire que tu fais des affaires. Ça ressemble aussi, il était pas loin. Mais oui, ce sont les gens derrière PSH, c'est clairement des gens qui veulent carrément arrondir les angles, oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu penses, toi, de cet essai qui pourrait, alors pareil, on nous dit des infrastructures, c'est pas possible, mais les Nord-Coréens savent faire ça. Il se peut que ça soit pas à 10 km le séisme, il se peut que ça soit beaucoup plus haut. Et apparemment, techniquement, en tout cas, moi, quand j'écoute Idriss Aberkan, c'est un essai nucléaire qu'ont fait les Iraniens. Tu penses que c'est possible, ça? Bah, en fait, moi, j'y crois déjà. Les gens me disent, mais en fait, non, c'était le nucléaire civil. Mais déjà, quand il était au pouvoir, Ahmadinejad, pardon, il s'est adressé une fois à la foule. Il a dit, j'ai aujourd'hui la fierté de vous annoncer que l'Iran est entré dans le club des pays qui maîtrisent l'atome. Donc déjà, je pense que là, déjà, il a envoyé le message comme quoi il maîtrisait la technologie nucléaire. Il a dit ça quand, excuse-moi? C'était ça doit faire. J'ai pas entendu. C'est quand il était encore au pouvoir. D'accord, ok. Non, quand il était encore au pouvoir, je sais plus, c'était 2009 ou 2010. Mais ouais, il est arrivé en 2005. Moi, je pense que non, ouais. Donc ouais, je me souviens plus exactement des dates, mais pour moi déjà, oui, l'Iran était effectivement rentré comme il l'a dit, hein, dans le club des pays qui maîtrisent l'atome. Après, est-ce qu'ils l'ont fait ou pas? Je t'avoue, j'ai pas suivi. Je saurais pas dire. J'ai pas suivi cet événement précis, donc j'ai pas envie de dire de bêtises. Ouais, moi j'exclus rien. Après, moi je veux pas me précipiter et dire qu'ils ont fait un essai parce qu'il faudrait voir un petit peu, mais en même temps, voilà, s'il faut attendre les. Oui, après c'est possible. Oui, c'est ça. Après, c'est possible, sachant que de toute façon. L'Iran a attaqué Israël avec des missiles hypersoniques et n'a ciblé aucune zone résidentielle. Donc ça aussi, je pense que ça envoie un message au monde, à tous les couillons qui disent c'est les autres, les barbus, les méchants. Ils n'ont ciblé que des sites militaires. Tu vois, les gens à Tel Aviv allaient acheter leurs baguettes normalement. Mais ce qu'ils ont fait, c'est hors norme. Enfin, attends, on va rester dessus et après on donne la parole à Mehmet. Mais ce qu'ils ont fait, c'est hors norme. Les mecs, ils ont défoncé d'hommes de fer. Il y a eu moins de 40% d'interceptions, alors que il y avait des bateaux américains, des bateaux anglais, je sais plus quel bateau. Il y avait tout un tas de gens qui ont essayé, des avions en l'air qui essayaient d'arrêter les missiles. Et les gars, ils ont réussi à faire passer tout un tas de missiles. Ils ont tapé pile précis. Ils ont montré qu'ils pouvaient taper où ils voulaient, quand ils voulaient, comme ils voulaient. C'est la grosse démonstration de force. Elle est super calibrée. Bon, moi je trouve que, en tout cas, surtout le deuxième, parce que le premier, ils n'avaient pas envoyé des missiles, et si tu veux, ils n'avaient pas envoyé de la dernière technologie. Là, ils ont envoyé du K-bar, missile hypersonique. Ils ont envoyé voilà, ils ont montré ce qu'ils savaient faire et apparemment ils auraient fait une cyberattaque pour paralyser beaucoup de choses avant et notamment plein de radars. Donc c'est ce qui explique. Il y a quelque chose qu'on n'évoque pas, c'est qu'il y a une défaillance de dômes de fer. Tout le monde essaye de taire ça, on n'en parle pas du tout. Il y a une défaillance de dômes de fer et je crois que c'est lié à une cyberattaque. Donc l'Iran aurait montré aussi une capacité à maîtriser le cyberespace et ça c'est énorme.
En fait, moi, j'ai demandé à un expert turc, un expert militaire turc, qui est un ancien général. Il m'a dit, en fait, déjà, je pense que tu le sais, il n'y a aucun système de défense qui est capable d'arrêter les missiles hypersoniques. C'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, un petit peu comme des pêcheurs, les Iraniens, ils sont allés par l'heure. C'est-à-dire qu'ils ont envoyé des missiles pour lesquels ils savaient que Dôme de Fer serait performant. Et en fait, en tirant de manière séquentielle, ce ils ont pronostiqué que les missiles qui seraient arrêtés par Dôme de Fer allaient justement mobiliser Dôme de Fer pour que les missiles hypersoniques, eux, puissent aller atteindre leur cible. Et en fait, la saturation, indépendamment de la vitesse, exactement. C'est-à-dire que tu envoies un leurre en te disant, ah, voilà, le missile à détruire, il est là. Sauf qu'en réalité, le missile à détruire, il est pas là. Donc en fait, ils sont vraiment entre guillemets, je vais pas dire qu'ils se sont fait avoir comme des bleus, puisque après, il m'a dit, le Dôme de Fer reste quand même un des systèmes anti-aériens les plus performants. Donc il m'a dit, il faut pas non plus dire que c'est un dôme en carton. Sauf que là, tel que les Iraniens ont orchestré l'attaque, c'est normal qu'ils aient rien pu faire en fait. Ouais, non, ils ont joué sur le point faible. Moi, j'ai toujours défendu Dôme de Fer, mais là, j'ai été surpris. Et alors, pour l'hypersonique, j'aimerais juste revenir sur un truc, c'est que si tu peux, il y a une petite faille dans l'hypersonique qui pourrait peut-être, et encore, il faut être américain pour l'utiliser, c'est que le missile hypersonique, voilà, sa particularité. Là, on parle de la technologie hypersonique russe et chinoise, et éventuellement iranienne. Faudrait voir. C'est aller à une vitesse hypersonique, donc Mach 5 et au-delà, et surtout être manœuvrant. Et pour être manœuvrant, faut recevoir des ordres, ou alors faut avoir programmé la cible. Les Iraniens, ils sont malins. Tu vas comprendre pourquoi. Parce que si par exemple tu veux manœuvrer, ton missile à Mach 5 et au-delà, il y a un plasma qui se fait. Donc il n'y a aucune onde électromagnétique qui ne peut l'atteindre ou qui peut en sortir, donc tu peux pas le guider. Voilà. Donc il est obligé de ralentir, se mettre à Mach 3, pour pouvoir se recalibrer, et il fait ça à quelques kilomètres avant sa cible. Donc tu peux le taper là parce qu'il sera pas en vitesse hypersonique. Mais il faut vraiment avoir il faut vraiment avoir un anti-aérien long, longue portée, etc. Mais les Iraniens, là où ils sont malins, c'est qu'eux, ils n'avaient pas besoin de recalibrer puisqu'ils ont tapé des objectifs fixes. Ils ont utilisé vraiment, voilà. Donc, ils ont juste programmé, et ça part à fond, ça arrive à fond, voilà. Et là, tu peux rien faire parce que ça va trop vite. Et pour peu que c'est manœuvré, mais même sans la manœuvre, parce que le problème qu'ont les systèmes actuellement aussi, c'est la capacité de calcul. Parce que c'est le problème des trois corps. Tu dois calculer à tout moment où est le missile, où est tel truc, à tout moment, à chaque milliseconde. Et quand ça va trop vite, ils sont dépassés. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de faire ce qu'ils ont fait un peu, je crois, au-dessus de Jérusalem ou un truc comme ça. Ils tirent par salve. Ils tirent des dizaines d'intercepteurs par salve. Ça coûte la peau du cul. Et c'est au petit bonheur la chance, quoi. Donc oui, voilà. Enfin, je voulais apporter cette précision, excuse-moi. Mais Dôme de Fer, c'est pas de la merde. Bien sûr, je t'en prie. D'ailleurs, il y a non, Dôme de Fer, non, mais les gens ils disent c'est un dôme en carton. Non, pas du tout. C'est juste que voilà, les Iraniens ont réussi à envoyer leurs missiles de manière séquentielle en envoyant des leurres, des missiles qui allaient mobiliser Dôme de Fer pour tromper son attention. Et de l'autre côté, en fait, ils ont tapé les vraies cibles avec les missiles hypersoniques qui eux ont atteint leur cible grandement. Alors, une autre précision, c'est que le pouvoir israélien a interdit à tous les journalistes de diffuser des images des points d'impact. Parce qu'il y a eu, et ils leur ont défoncé de base. Et les mecs, maintenant, sur le monde, ils te disent que les missiles auraient frôlé leur cible. Ça veut rien dire en matière de missiles. Et les gars, juste un truc sur le chat. Libre à vous de penser ce que vous voulez. Mais c'est pas les Israéliens qui sont mauvais. C'est juste que les autres, ils ont réduit l'écart. Ils ont travaillé dans la région, ils en ont marre de se faire taper dessus, et ils regardent, et encore une fois, il n'y a pas d'arme magique. C'est-à-dire que les gars, ils étudient, ils voient les points faibles, et ils tapent les points faibles. C'est les Iraniens qui sont forts, là, c'est pas les Israéliens qui sont mauvais. C'est les Iraniens qui ont su analyser, comme ce que fait le Hezbollah aussi quand il tire à très courte portée. Pourquoi le Hezbollah tire plus de roquettes que de missiles? Bon, il y a un côté coup, mais la roquette, tu la tires, l'anti-aérien en face, il a très très peu de temps pour l'attraper. C'est comme l'obus, parce que le temps qu'il l'a, voilà, il lui faut, je crois, 30 secondes pour commencer à détecter. Si t'es à moins 30 secondes, voilà. Les gars, ils étudient le système, donc la technologie, c'est bien, mais c'est coûteux. Et quand en face, t'as des mecs rustiques à la vietnamienne qui étudient ton système et qui tapent pile poil là où ça fait mal, voilà. Pensez pas que les Israéliens qui sont mauvais, ils se battent aussi pour leur vie. Non, c'est les Iraniens, faut reconnaître, le Hezbollah, ces gens-là font des prouesses avec le peu qu'ils ont. Enfin, l'Iran a beaucoup quand même maintenant. Mais n'hésite pas à intervenir si tu veux. Hein. Oui, j'aimerais dire 2-3 choses.
si vous voulez, moi j'aimerais vous poser une question à tous les deux. Une question un peu spéciale parce que, si vous voulez, comme on est passé de la question kurde élargie à l'Iran, et on a parlé d'armement, moi j'ai une question par rapport au projet d'extension israélien. Je m'explique. Je vais très brièvement faire l'avocat du diable, et comme ça, vous aurez une question un peu BFM, mais elle va je pense, vous interpeller. Alors, dans la propagande anti-iranienne, ce qu'on voit systématiquement, c'est quoi? C'est les femmes, le port du voile, et ça va faire, depuis la révolution islamique d'Iran, que ça dure, en fait, cette propagande. Et puis, qu'est-ce qu'on a comme autre propagande anti-iranienne? On a les peines capitales, c'est-à-dire des exécutions en place publique, des gens pendus en place publique, etc. Alors, si vous voulez, nous qui nous exprimons depuis l'Occident, depuis l'Europe, il va falloir, à un moment donné, je pense, voilà, que l'on soit extrêmement critique envers tous les systèmes du Moyen-Orient. Parce que, à un moment donné, ça n'est plus une question seulement d'armement. Je vais vous expliquer quelque chose très brièvement, et ma question, elle sera dans cette explication. Aujourd'hui, le projet israélien, c'est un projet d'extension qui inclut évidemment, je le dis, évidemment, toute la Syrie et tout le Liban, bien évidemment. Et puis, le Kurdistan, pour ce grand Israël, c'est une zone tampon qui fait frontière avec, c'est-à-dire que Israël ne veut pas avoir une frontière directe avec la Turquie, la Russie, et pour ce faire, eh bien, voilà, ils font un Kurdistan, si vous voulez, au nord du Grand Israël. Maintenant, le Grand Israël, c'est pas tout de suite stratégiquement l'Égypte, la Jordanie, tout ça. Non, le Grand Israël, stratégiquement, c'est déjà le Liban, et puis ensuite grignoter sur la Syrie, hein, parce que le gros travail, il a été fait avec Daesh en Syrie, et ce qu'on découvre sur le terrain, c'est que les gens en ont marre. Je vous explique, les gens en ont tellement marre que vous avez comme je vous le dis, hein, ce qui n'était pas possible il y a 20 ans dans la tête des gens. Mais vous avez des gens, moi je rencontre des Syriens qui me disent des choses qui n'étaient pas possibles il y a 20 ans, qui me disent par exemple, et ma question ça va être celle-là, qui me disent par exemple, mais en fait rien à foutre, les Israéliens ils ont qu'à tout prendre, finalement ça sera peut-être mieux que le régime de merde de Bachar, des Mollahs et de tout le reste. Nous on n'est pas en France, on n'est pas en Suisse, on n'est pas en Allemagne, il n'y a pas de liberté d'expression, on se fait foutre en prison, on est pendu en place publique. En Arabie Saoudite, c'est ça le Moyen-Orient. En Arabie Saoudite, les femmes, elles sont fouettées. En Afghanistan, c'est le grillage devant les yeux. Il se passe quoi au Moyen-Orient? Donc à un moment donné, si Israël a un meilleur projet, bah pourquoi pas, prends les clés, tiens, vas-y, on va voir. Puis si ça merde, bon ben voilà. Il y a pas, vous savez, une frontière, c'est pas ad vitam aeternam, hein. Le grand Israël, c'est pas pour toute l'éternité. Ça crèvera aussi comme ça crèvera si ça existe un jour. Peut-être que ça crèvera même avant que ça soit grand, hein, c'est possible aussi. Mais dans le projet d'extension, et je termine vraiment avec ça, c'est pas un Israël au sens où on l'entend, au nom d'Israël. C'est-à-dire que c'est un projet d'extension qui pourrait inclure la Syrie, le Liban et Israël dans une espèce d'alliance comme l'Union européenne, c'est-à-dire créer un bloc. Créer un bloc. Et si ça va dans ce sens-là, et puis qu'il y a dans tous les endroits que Israël veut conquérir une opposition qui est d'accord de collaborer avec ce projet-là, c'est un changement de paradigme total, c'est bye-bye les Mollahs et bye-bye la dynastie Assad. Voilà. Donc je fais expressément le défenseur d'Israël pour vous pousser à aller dans le sérieux. Qu'est-ce que c'est que ces pays
Moi, je vous donne un exemple. Bachar al-Assad, il a donné la nationalité syrienne à 300 000 Kurdes il y a une dizaine d'années, 7-8 ans. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il était dans la merde. En fait, il en a rien à foutre des Kurdes. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a aucune humanité dans aucun pays dans le monde, ni au Moyen-Orient, ni nulle part. Et donc là, ici, pour l'Iran, ce ne sont pas des enfants de cœur, ni la Syrie. Les gens avec qui j'ai parlé, qui ont vécu les tortures dans les geôles iraniennes, dans les geôles syriennes, juste pour s'être exprimés, on touche le fond du caniveau, les amis. Donc, moi ici, je me dis, pourquoi pas finalement Israël, qui s'emparerait de tout ça, et puis qui créerait un bloc à l'européenne. Et puis, il y aurait peut-être un peu plus d'humanité. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cette analyse? C'est une excellente question et tu prends toujours tout ton temps, il n'y a pas de problème. Non, c'est une excellente question qui nous impose la réflexion. Mais Maître, je te laisse intervenir en premier, puis moi j'interviendrai en second parce que non, c'est excellent. Tu vois, on gamberge un peu là. C'est bien. Moi, voilà, Yacha, à VRP, vas-y VRP, parce que moi j'ai posé le décor. Qu'est-ce que tu penses? Le projet, moi je regarde les minorités. Je regarde les minorités chrétiennes et elles disent non mais attends, finalement entre un État israélien ou un État syrien, qu'est-ce qui est le mieux? Bon, après tout, pourquoi pas essayer l'État israélien? C'est pas extraordinaire, l'Arabie Saoudite, c'est pas extraordinaire, l'Iran. Vous voyez, je veux dire, à un moment donné, c'est plus une question d'idéologie. Il y a quelque chose, il y a un changement de paradigme. Les États aussi, ils s'adaptent au changement de paradigme. Pas tout est sous contrôle. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce changement de paradigme, c'est qu'au Moyen-Orient, les gens ne veulent plus de conflits du type on zigouille 200 000 yézidis, je ne sais pas où. On balance du napalm sur les Kurdes à Halabja en Irak. Non mais attends, c'est pas Israël ou l'armée américaine qui a fait ça, bordel de merde. C'est les Irakiens, les Iraniens, c'est les Syriens. Hein. Bachar al-Assad, il a donné la nationalité à 300 000 Kurdes qui étaient en Syrie depuis, voilà, chez eux en fait, qui n'avaient pas la nationalité syrienne parce qu'ils n'avaient aucun statut. C'est-à-dire qu'en Syrie, il y a toujours eu, jusqu'à la guerre civile, il y a toujours eu 3 millions de Kurdes qui n'avaient pas de passeport parce qu'ils étaient Kurdes. Ouais. Et ça, c'est le Moyen-Orient et c'est pourri. Et il faut pouvoir le dire aussi, parce qu'Israël joue là-dessus, justement. Et à juste titre. C'est vrai. VRP. Bah en fait, on en revient à ce que disait tout à l'heure Rayad, pour entre guillemets régler la question kurde, c'est-à-dire se mettre entre guillemets d'accord autour d'une table, discuter, dire bon, comment est-ce qu'on peut essayer de vivre ensemble en bonne intelligence. Donc la réponse c'est que les gens n'y arrivent pas forcément. Et ce que tu viens de dire, en fait, j'ai envie de dire, c'est en fait ça ressemble un petit peu, tu sais, à un produit marketing. Tu sais, quand tu vois, je sais pas, un burger sur une affiche et que tu vas l'acheter, ça a jamais la même tronche. C'est vrai que sur le papier, ça a l'air excitant, mais je pense que les gens de la région ne sont pas non plus complètement cons. Ils voient comment les Israéliens traitent leurs voisins, et je pense qu'ils disent non. La dernière chose dont j'ai envie, c'est d'être sous le joug de ces gens-là, parce qu'en fait, ça peut toujours être pire. C'est sûr que c'est pas top, mais moi, de ce que je vois, c'est que les gens n'adhèrent pas au projet du Grand Israël. Les populations autochtones n'adhèrent pas. D'ailleurs, en fait, on les entend pas, mais il y a même également beaucoup d'intellectuels israéliens qui n'adhèrent pas au projet du Grand Israël. Et pour les populations qui sont, elles, pas israéliennes, pour moi, il y a très très peu d'adhésion au projet. Et même si effectivement, moi je connais des Iraniens du temps du Shah Pahlavi, où ils se plaignent, mais en fait ils se plaignent pourquoi? Parce que beaucoup, c'est des gens qui travaillaient pour CNN, etc., qui avaient effectivement tout le temps du pain sur la table, du vin, qui vivaient pas comme les Iraniens de base, ce qu'on appelle les autochtones compradors en Amérique du Sud. Là, c'est sûr, tu auras une population qui va adhérer, qui va dire bon, de toute façon, moi j'aurai toujours le même train de vie, mais du point de vue vraiment des masses, moi je crois pas que les gens adhèrent à un tel projet, parce qu'ils savent, tu as bien vu ce qu'ils ont fait avant, même en Irak, en Libye, ils n'ont aucune intention de vivre pacifiquement avec leurs voisins, ces gens-là. Personne ne croit à ça, à mon avis. C'est mon analyse en tout cas.
Ouais, non, mais ça se respecte aussi. Et les amis sur le chat, les invités posent de bonnes questions et puis là, on gamberge, c'est bien, c'est tranquille. De toute façon, on s'en fout des certitudes. Alors moi, je vais te répondre parce que tu poses une bonne question. Comment dire ça? Je cherche, hein, mais je sais ce que je vais dire, mais je cherche comment le dire. Là, tu poses une question fondamentale, c'est à savoir, est-ce qu'il vaut mieux pas des fois avoir un maître étranger qui te traite bien plutôt que ton frère comme maître qui te traite vraiment comme de la merde? Parce que on pourrait parler, tu vois, moi j'ai toujours fait la différence entre la géopolitique iranienne et j'ai toujours soutenu l'Iran parce que j'estime qu'ils sont pas belliqueux, tout ça, parce voilà. Mais j'ai toujours dit que moi j'aimerais pas vivre dans le régime des mollahs. Je comprends les mouvements libéraux qui veulent aussi qu'on leur lâche la grappe parce qu'il y a une pesanteur, il y a un conservatisme. Sauf que moi je suis pas BHL, je rentre pas à l'intérieur de ces pays pour leur dire ce qu'il faut faire ou pas. Ce que je trouve intéressant, c'est que ouais, il y a des gens qui peuvent se dire après tout, je préfère être dirigé par des Israéliens que par des Arabes ou des Kurdes parce que finalement ils gèrent mieux et tout. Et puis moi je m'en fous de qui dirige parce que je suis en bas. Ouais, mais est-ce que c'est la majorité? Est-ce que ces gens-là, ils ont toujours besoin d'un maître? Ils quittent un maître pour un nouveau maître? Tu peux pas aussi te dire je vais m'emparer des destinées de mon pays et le faire prospérer sans qu'un maître étranger vienne me dire ce qu'il y a à faire ou pas? Parce qu'à un moment donné, il va y avoir un conflit d'intérêts. En plus, je vais poursuivre un petit peu. J'ai pas l'impression que les populations autour aient envie du maître israélien. J'ai l'impression même qu'elles préfèrent encore ceux qui les dirigent, même s'ils les dirigent durement, parce qu'on pourrait parler du Hamas qui met des coups de bâton, mais ça, c'était avant le 7 octobre. On pourrait parler de Bachar al-Assad, sauf que moi, j'ai soutenu Bachar al-Assad, alors que je connais la dureté de son régime. Je sais que si t'es syrien, je comprends que tu n'aimes pas Bachar al-Assad. Sauf que, encore, tu vois, 2011, il y a des Syriens, parce que les révolutions colorées, elles partent pas de n'importe quoi, elles partent de gens, de populations qui en ont ras le cul de leurs dirigeants de merde. Sauf que ces gens, ils aspiraient à se libérer. Et t'as des diables qui arrivent, et qui leur piquent leur révolution. C'est ça les révolutions colorées. Ils leur piquent. En Syrie, ils se sont fait piquer leur révolution par le Royaume-Uni, par la France, par les USA, par la Russie, par Israël, etc., etc. Pourquoi est-ce que ces gens, ils aspirent pas eux-mêmes à s'organiser et à vivre librement? Parce que, encore une fois, ouais, ton maître, c'est bien, il va t'apporter des biens, tu vivras mieux, etc. Mais à un moment donné, quand il devra privilégier ses intérêts, ou les tiens, il va privilégier les siens. Puis je rappelle qu'Israël, c'est aussi quelque part, quand tu es musulman dans le coin, c'est compliqué. C'est deux projets eschatologiques différents qui sont amenés à s'affronter, soyons honnêtes, et qui s'affrontent déjà. Donc, non, regarde ce qu'il faut que, regarde-moi comment je vois la chose. Il faut soutenir ces pays sur le plan extérieur parce qu'ils sont agressés par le diable. On va l'appeler comme ça. Moi, je vais l'appeler comme ça. Maintenant, je sais très bien que les mecs qui les gèrent, c'est pas des saints, c'est des connards, et que j'aimerais pas être de leur population. Mais ça, c'est leur affaire. C'est à eux de faire leur révolution, de se prendre en main, comme en France, il y a eu une révolution, comme dans tous les pays, comme en Algérie, les mecs, ils ont poussé un président à la démission, en sortant, etc. Moi, voilà, c'est compliqué d'intervenir dans la vie des gens, même si, voilà, ça pend chez eux, ça, il y a tout un tas de trucs, tu comprends, c'est ces deux principes qui sont complexes. Si demain, il n'y a pas le Rottweiler, que demain, ils se mettent tous à discuter, notamment sur les frontières, parce qu'il faut redécouper les frontières, c'est de la merde, ces frontières-là, elles sont artificielles, c'est ce qui cause le problème, et puis il faut créer un État kurde, il faut créer un État palestinien viable, etc. Si demain, après, les gens, ils sont libres de vivre à l'américaine, à l'anglaise, à la japonaise, à ce qu'ils veulent et tout, mais pourquoi est-ce qu'ils devraient adopter le maître israélien qui finalement n'a aucune légitimité, si ce n'est d'avoir cassé les couilles à tout le monde depuis 70 ans? Voilà ma réponse. Hein. Je prétends pas avoir raison. Hein. Je peux. Non, mais pardon. Juste un détail qui est très important ici. En fait, même deux points. Le premier, c'est que finalement, qu'est-ce qui compte? C'est notre quotidien, la qualité de notre quotidien. C'est-à-dire, avant de parler de lutte de libération nationale ou de parler des conflictualités qui existent au Moyen-Orient, ou les jeux des alliances, les grandes puissances, etc., il y a une chose de base. C'est-à-dire que je ne parle pas des Saoudiens, parce que là, c'est trop spécifique. Là, si vous prenez le Qatar, les travailleurs, c'est les étrangers, l'extrême majorité. Voilà, c'est une autre dimension. Mais parlons plutôt de l'Iran, de la Syrie, de la Turquie. Les conditions de travail sont déplorables dans ces pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en Turquie, vous êtes censé travailler 8-9 heures par jour, mais en réalité, vous restez 10 heures au travail. Pourquoi? Parce qu'un patron, il peut vous virer le jour même. D'accord? Il peut, comme ça. Droit du travail, zéro.
Syndicalisme, zéro. Dès que ça part sur du syndicalisme, vous avez du populisme islamique qui monte pour dégager le syndicalisme. Dans les mines en Turquie, on a très bien vu la politique d'Erdogan qui était horrible, horrible, pour les gens qui sont morts dans les mines. Et là, je parle du quotidien, voyez-vous. Donc, quand les gens arrivent en Europe, qu'ils soient afghans, turcs, iraniens, ce que vous voulez, pourquoi ils restent en Europe? Parce que les conditions de travail ne sont pas le même esclavagisme qu'il y a dans leur pays d'origine. Dans leur pays d'origine, vous pouvez travailler 18 heures d'affilée et vous n'aurez jamais une voiture de toute votre vie.